Bien, aujourd'hui, on va reprendre la notion de forclusion et voir comment elle se retrouve dans les textes de Freud et comment cette notion, concept, qui est un concept, bien entendu, forgé par Lacan, comment les aspects de cette notion se retrouvent dans différents textes de Freud, exactement quatre, où il utilise le mot Verwerfung, qui est habituellement traduit en français par rejet, et c'est Lacan qui l'a traduit par le mot forclusion. Et on va commencer par le premier texte assez tôt dans la pensée de Freud, avant même de l'interprétation des rêves, qui se situe en 1894, intitulé Les psychonévroses de défense. C'est dans ce texte que Freud déjà met en place l'échafaudage qui se retrouvera tout au long de sa pensée. C'est qu'il y a une représentation chargée, investie d'un affect, qui n'est pas acceptée par la conscience. N'étant pas acceptée, bien, la conscience, le moi, va vouloir s'en défaire. Et comment il va vouloir s'en défaire? Eh bien, va caractériser le type de névrose. Dans le cas, par exemple, de la névrose obsessionnelle, il y a une représentation inacceptable, eh bien, c'est de la remplacer avec une autre représentation qui est neutre. Et l'affect est séparé de la représentation. Dans l'hystérie, la même chose, l'affect est séparé de la représentation, mais la représentation, eh bien, disparaît de la conscience et va être située au niveau du corps. Il y aura une symbolisation avec le corps de cette représentation. Le troisième cas de figure, la troisième problématique, c'est autour de ce qu'on observe dans le monde de la psychiatrie. Souvent. Mais on peut aussi l'avoir dans des cas de confusion hallucinatoire, où au départ c'est une hystérie très sévère, dit Freud. Mais l'exemple qui va prendre en compte Freud dans ce texte, ben, il dira lui-même qu'on peut trouver plusieurs exemples de ce genre-là dans le monde psychiatrique. Par exemple, la maman qui a perdu son fils ne accepte pas ce deuil, cette mort, eh bien, va continuer à voir son fils, à entendre la voix de son fils et se comporter au quotidien comme si le fils était encore vivant. Voyons très rapidement le cas dont se réfère Freud, qui fait un petit résumé. C'est une femme qui est tombée amoureuse d'un homme qui n'est pas amoureux de cette femme. Et souvent, il se présente chez elle, mais un jour, elle attend cet homme toute la journée jusqu'au soir, et elle sait très bien quand le dernier train peut arriver. Quand l'heure arrive que le dernier train est déjà arrivé et que l'homme ne s'est pas présenté, elle est prise par une angoisse terrible. Le lendemain, elle entend la voix de son homme, elle se précipite et elle est convaincue que l'homme est toujours là, et pendant 2-3 mois, elle est heureuse. Voilà, ça c'est un peu en gros le résumé, et Freud l'a dit que effectivement, il y a une représentation qui est la représentation de l'homme, de son amoureux qui ne s'est pas présenté, qui n'est pas acceptable. Seulement qu'ici, il y a une défense qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus importante que ce qu'on peut retrouver dans le cas de l'hystérie ou de la névrose obsessionnelle. Ici, il faut rendre compte de deux aspects essentiels. Un aspect essentiel, c'est que quand le lendemain, la femme se précipite parce qu'elle entend la voix de son amoureux, eh bien, ce qui s'était passé le jour avant n'apparaît plus. Donc, il y a un morceau de la réalité, de la représentation, qui n'existe plus. Et deuxième aspect, c'est qu'il y a une transformation de la réalité parce qu'elle est convaincue que
son amoureux est bien là, qui vient lui rendre visite. Donc il y a ces deux grands aspects qu'il faut essayer d'expliquer. Donc, répétons, c'est le premier, c'est il y a que la représentation inacceptable n'est plus présente, et il y a une réalité qui est une réalité transformée. Ce n'est plus la réalité à laquelle on peut s'attendre. Freud dit que pour expliquer ça, il faut évoquer donc qu'il y a oui un mouvement de rejet, donc de ne pas accepter une représentation qui n'est pas acceptable, mais c'est un rejet qui est total. C'est-à-dire, là, il utilise, dans ce cas-là, il utilise le mot Verwerfung. C'est le rejet de cette représentation et aussi de l'affect, parce que la femme, eh bien, n'a plus qu'une référence à cet affect pénible, angoissant, que son homme n'est pas venu. Donc, la représentation est rejetée complètement avec son affect. Mais ce que dit Freud, c'est que cette représentation, elle est reliée à une partie de la réalité. Et donc, le moi, et là, c'est l'expression qu'il utilise Freud, c'est le moi qui s'arrache de la représentation. Cette représentation, eh bien, elle va aussi arracher une partie de la réalité. Et voilà ce qui explique que le lendemain, elle se souvient de plus rien, et que dans la réalité aussi, il y a son homme qui peut apparaître. Et là, Freud va donner une autre explication, c'est que à partir de ce moment où la patiente, la personne a rejeté complètement la représentation et l'affect, et une partie de la réalité est aussi engloutie, arrachée, eh bien, elle peut alors surinvestir la représentation positive, donc de créer une hallucination. C'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle désirait. Et là, Freud n'explique pas vraiment dans les détails ce qui se passe là. Deuxième texte où Freud utilise le mot Verwerfung, et aussi en l'utilisant, il veut poser une distinction avec un autre mécanisme qui est le refoulement. Eh bien, on le retrouve dans le texte sur le cas Schreber, un cas de paranoïa. Et là, Freud va se sentir dans la nécessité de faire une distinction quand il traite de la projection. Parce que, voilà, pour expliquer certaines constructions du délire de Schreber, Freud doit évoquer la projection. La projection des représentations, mais aussi la projection des sentiments. Et là, c'était les sentiments d'amour. Moi, je l'aime, ce n'est pas moi qui l'aime, c'est l'autre qui m'aime. Voilà, ça c'est la projection. Et là, Freud dit, on ne peut pas vraiment parler de simple projection ici. Il faut préciser qu'il s'agit d'une abolition, c'est un acte de rejet complet, d'abolition de ce qui est à l'intérieur, qui revient à l'extérieur. Voilà, ça c'est les mots textos qui sont utilisés par Freud. Donc c'est ce que Schreber va abolir à l'intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui aime, mais c'est Dieu qui a un sentiment, c'est Dieu qui aime Schreber. Donc, ce qui est aboli à l'intérieur, la représentation, l'affect, le sentiment d'amour, eh bien, est rejeté à l'extérieur et revient de l'extérieur. C'est, dans ce cas du délire de Schreber, c'est Dieu qui aime Schreber. Voilà. Si on veut, déjà, ces deux textes, ces deux références à Freud nous permettent de nous rapporter directement à la définition qu'on connaît
la plus simple définition de forclusion chez Lacan, qui est la forclusion correspond à ce qui est rejeté du symbolique réapparaît dans le réel. Ce que nous ajoutons ici comme terminologie qui n'apparaît pas dans les textes de Freud, c'est symbolique et réel. Mais symbolique, c'est l'acceptation, ce qui n'est pas accepté, hein, élaboré par le moi, réapparaît du côté du réel. Pour Freud, c'est de l'extérieur. Les autres deux textes où est utilisé le terme de rejet est l'homme au loup, où Freud va lier directement le rejet avec la castration et donc avec l'Édipe, et c'est ce que Lacan va développer quand il se réfère à la notion, au concept de forclusion, c'est-à-dire la forclusion est un mécanisme qui va se porter sur quelque chose de bien précis qui est le nom du père, qui se réfère à l'Édipe, à la triangulation. Et le dernier écrit, c'est celui-là sur la dénégation, écrit qu'on avait déjà parlé dans la vidéo précédente, où Lacan va se référer à ce premier jugement d'attribution, où dire oui, la Bejahung correspond à la symbolisation et le rejet, le cracher dehors, correspond à la forclusion. Et ce mécanisme apparaît très tôt dans l'évolution de l'enfant, du bébé. Eh bien voilà la prochaine vidéo. Au revoir.